Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast de Talk CEC. Talk CEC, c'est un centre d'événementiel et une maison culturelle européenne située au cœur de Bruxelles. Dans nos podcasts, nous recevons des artistes, créatifs et partenaires pour discuter sur des thèmes environnementaux, culturels ou des expériences de vie. Le sujet de ce premier podcast est la place du numérique dans l'art avec les artistes Philippe Leblanc et Pierre O. Bonjour Philippe, bonjour Pierre. Bonjour Benjamin. Bonjour Ben. Comment ça va ? Bien ? Mais très bien, ravi d'être Ça va ici. plutôt bien. Plutôt bien. Vous avez de nouveau tous les deux mis votre coup de pinceau au bâtiment de Meuldre. Et donc l'idée ici, c'est pas de faire une biographie de vous, mais plutôt de discuter de ce que vous vivez en tant qu'artiste. Quelle est la réalité des artistes d'aujourd'hui ? Alors c'est très large, c'est très très large. Et aujourd'hui, on va se focaliser donc sur le thème de la place du numérique dans l'art. Il y a plusieurs aspects à ça. Il y a les outils digitaux que vous utilisez ou non dans votre processus de création. Il y a l'utilisation des réseaux sociaux aussi pour vous faire connaître, ou vous exposer vos œuvres, ou même pour vous vendre. Donc il y a beaucoup de choses à aborder. On verra bien où la conversation nous mène. Pour commencer, globalement, est-ce que vous aimez, apprécier ces nouvelles technologies ? Est-ce que vous les utilisez au quotidien pour votre création ? Alors dans le numérique, oui, on va pas parler de réseaux sociaux parce que ça, c'est déjà un peu plus large, mais pour le numérique, mais moi j'ai commencé comme architecte il y a pas mal d'années et le numérique était vraiment au balbutiement, donc il n'y avait pas de souris, on devait tout encoder pour faire. Et donc j'ai pas imaginé faire de l'art avec cette technique-là au départ. Et puis après, en laissant doucement sur le côté mon métier d'architecte et continuant celui d'artiste, j'ai quand même gardé mes programmes de dessin qui entre-temps avaient évolué. Commencé à travailler à 2D, c'était juste pour simuler un peu la taille du tableau, donner quelque chose à découper aux différents cours de métier. Mais progressivement, j'ai plus appréhendé la 3D, approcher la 3D et donc commencer à faire des modèles en 3D, les faire bouger pour voir au moins la proposition que je pouvais faire, notamment le calendrier qui est ici installé au de Meuse, je l'avais proposé en Allemagne pour une banque. Et là, j'ai dû simuler en 3D, donc faire les petits points de caméra, voir comment ça évolue, même si après, c'est pas tout à fait ce qu'on voulait, mais on peut pas présenter autre chose que ça. Et donc aujourd'hui, effectivement, j'utilise beaucoup les outils informatiques pour préparer le travail, faire découper à l'extérieur des choses, avoir une idée au niveau des couleurs, on peut préparer tout. Je prépare un tableau où il y aura 10 couleurs différentes qui suivent une suite bien précise, suivant les fameux nombres, par exemple les représentations des nombres irrationnels, phi, racine de 3, il y a 10 couleurs différentes. Si je décide que le 0 est blanc et 1 est noir, ou l'inverse, ou le 3 est gris, l'autre est clair, je peux chaque fois adapter et voir finalement quelle est la composition qui me prévisualiser et à quoi puis, ça ressemblera. Voilà, c'est un peu, ça c'est dans la préparation. C'est vrai que quand on voit l'œuvre n'est pas numérique au sens propre, mais elle est préparée de manière numérique. Et toi ? Alors moi, je suis né dans la génération Internet, dans la génération numérique, et donc j'ai toujours kiffé le dessin, l'art en général, et très vite, c'était très marrant d'utiliser des programmes dans toute la suite Adobe, que ce soit pour l'infographie, pour le dessin vectorisé, que ce soit même pour la vidéo, faire des gifs animés, faire des premiers montages vidéo quand t'as 12 ans. Et donc très vite, le numérique a pour moi été le partenaire technique pour la création artistique, parce que c'est pas parce qu'on sait faire un super dessin avec un bic et un papier que en fait on peut pas aussi faire un super dessin avec une tablette graphique et un programme de dessin. Et donc j'ai rencontré par la suite des gens qui étaient un peu plus puristes, c'est ça que notamment dans le domaine du graffiti, qui me disaient oui, mais si tu utilises une tablette ou si tu utilises Photoshop pour préparer tes croquis, etc., tu n'es pas un vrai, parce que le vrai, il a son crayon à papier et son papier. Et donc, j'ai rencontré des gens qui étaient un peu dans cette opposition du numérique par rapport à la démarche artistique. Et moi, je suis pas du tout dans cet état d'esprit, que je peux respecter, mais je m'inscris pas là-dedans parce que je trouve que l'un peut aider l'autre et que j'ai vu dans les outils, en fait, tous les outils du numérique sont simplement des nouveaux outils qu'on utilise Clairement. Ou qu'on n'utilise pas. Ouais. Et ça peut aller dans vraiment tous les domaines. Donc là, aujourd'hui, je travaille beaucoup avec des
avec des découpeuses laser, avec des graveuses laser, graveuses métal, etc., qui nécessitent aussi d'utiliser voilà, du vectoriel, du 3D, ce genre de sujet. Et en fait, c'est une force parce que l'un nourrit l'autre. Je pense que si je ne travaillais pas en vectoriel pour découper le bois, eh bien, j'aurais peut-être un style qui était un petit peu moins géométrique. Et pareillement, j'ai toujours voulu faire un travail qui était propre. Et c'est pour ça que je travaille au marqueur, je travaille à la bombe et j'essaie d'être super propre, d'avoir une épaisseur de trait constante, d'avoir des pointes nickel. Eh bien, le numérique permet de m'aider à ça, d'avoir des épaisseurs de trait constantes dans la découpe, dans l'application, dans la gravure, même dans la peinture. Et en fait, c'est très bien. Je vois ça comme un outil de plus, comme une aide. Et je pense pas être dépendant du numérique parce que si on me retire un ordinateur, si on me retire ma tablette, je sais quand même faire des choses. C'est juste que je peux faire les choses plus proprement ou bien avec parfois plus d'aisance ou simplement avoir exploré toute une autre gamme d'art numérique via tous les outils du numérique. Donc pour moi, c'est un outil, c'est un camarade de jeu, c'est un terrain d'expérimentation et surtout, ça ouvre vers toutes les portes de l'art numérique. Ouais. Et comme tu dis, il y a des puristes qui voudront vraiment retrouver le papier pour s'entraîner, pour faire leur premier test, leur premier brouillon. Et puis, il y a aussi une tendance à rejeter les nouvelles technologies en se disant, comme un retour à l'essentiel. Ouais, c'est ça. C'était mieux avant. On a l'idée un peu romantique de l'artiste aussi. Exactement. Revenir à des bases. On va s'isoler dans une cabane où il n'y a pas Internet, où il y a à peine d'électricité, en fait. Et c'est là qu'ils arrivent vraiment à se concentrer sur leur œuvre. Voilà, il y a aussi ce courant-là de l'art. Ben, je le respecte, mais ouais, comme je dis, je ne m'inscris pas dedans. Moi, je vois aussi l'analogie avec le DJing. Donc, je fais aussi du DJing. Et j'ai rencontré des gens qui étaient très puristes et qui disaient, moi, je mixerai que sur vinyle. Moi, le bouton sync, je comprends pas comment on peut utiliser un bouton sync. Ben, moi, je ne suis pas né là-dedans. J'ai commencé par le mix numérique. Et bien, en fait, regarde, je peux justement faire des choses que t'as pas. Je peux avoir préparé des sets avec des transitions bien plus précises, mettre 50 morceaux dans un mix, alors que toi, avec tes vinyles, tu vas peut-être en mettre 15 ou 17. Et tu vas arriver dans une soirée avec 50 kilos dans les bras, t'auras peut-être 60 vinyles. Moi, je vais arriver avec mon petit disque dur et je vais avoir 1 million de morceaux. Et en fait, je vois pas pourquoi je devrais vivre à la préhistoire. Parce que dans la même démarche, si je la caricature un petit peu, alors pourquoi utiliser une voiture avec un moteur diesel pour aller dans le sud de la France alors qu'il existe encore des chevaux et on a des super calèches, quoi. Et celui qui vient avec ses vinyles, il peut aussi ne plus utiliser ses vinyles et venir qu'un orchestre. Ouais, c'est ça. mais du coup, je respecte, hein, je respecte et je vais jamais casser quelqu'un parce qu'il a cette démarche-là. Mais par contre, à chacun sa vérité et je m'inscris pas là-dedans. Pour moi, j'ai envie d'être efficace. Être efficace, ça passe par utiliser les technologies modernes à partir du moment où elles utilisent pas la traite de l'être humain ou bien qu'elles ne sont pas liberticides pour d'autres. Alors, j'ai aucun scrupule à utiliser le bouton sync quand je mixe, d'utiliser une tablette graphique quand je fais un doodle grid pour faire une fresque sur un mur, ou bien d'utiliser Photoshop pour faire une maquette pour un client quand je vais faire une fresque, quoi. Ouais. Quelque chose à ajouter là-dessus? Oui, moi je voulais ajouter, mais ça c'est tout dernièrement que j'entends beaucoup de gens parler des fameux NFT. Exact, et alors je regardais ça de loin en me disant des œuvres numériques qui se vendent 65 millions de dollars, comment est-ce possible et tout. Puis alors je regardais un peu plus le sujet, je commençais à me dire, mais en fait il y a certaines de mes œuvres qui conviendraient très bien pour ça, une espèce de formation vidéo de mes tableaux justement, mais qui se ferait au point par point. Mon tableau on le voit toujours fini, mais comment serait-il si on commençait chaque fois, il faut que je fasse des simulations, Pierre s'y retrouverait beaucoup mieux que moi. Mais l'idée de vendre une œuvre en NFT, enfin qui pourrait être inscrite sur un blockchain comme ça et rester, qui peut être transmissible d'un collectionneur à l'autre, l'idée me plaît vraiment. Je trouve qu'il faut être un peu dans l'esprit du temps et essayer ça aussi. Je trouve ça très intéressant effectivement les NFT, allez, c'est une nouvelle manière de consommer l'art de manière virtuelle. Je trouve ça hyper intéressant parce que ça ajoute de la valeur à l'art virtuel, à l'art digital. Oui. Et en même temps, ça retire, ça vient comme un complément à la liberté absolue qu'on avait quand on imaginait Internet, où on peut faire tout ce qu'on veut, on copie tout ce qu'on veut, tu le télécharges, tu prends là, tu le télécharges, tu l'envoies ailleurs. Tout ça est un peu plus réglementé, même un peu plus contrôlé. Mais personnellement, je trouve ça hyper intéressant.
Je sais pas ce que t'en penses. Pour moi, le sujet du NFT, c'est un marché, c'est une façon de donner un propriétaire à une œuvre numérique, mais on n'est pas du tout dans l'outil qui va permettre de créer une œuvre. Non, donc, c'est juste un stockage finalement. Oui, c'est ça. C'est une façon de transmettre c'est ça. Du coup, on peut faire ce qu'on veut, un tweet par NFT, un mème par NFT, ou même une composition 3D, des vidéos, des productions monumentales. Donc je vois pas le NFT comme un outil, ni même un outil de diffusion. Je vois juste ça comme un outil de spéculation. Et personnellement, c'est pas ce qui me branche le plus, parce que ça n'apporte pas grand chose techniquement. Alors que si on me dit la réalité virtuelle, la réalité augmentée, ça pour moi ce sont des sujets de nouvelles technologies, de numérique, qui permettent de donner à des artistes la possibilité de faire des travaux nouveaux et vraiment originaux. Ouais. Et est-ce que le fait d'utiliser un outil numérique pour créer ton œuvre, est-ce que ça a ensuite une influence sur le processus de vente ou la qualité de la vente que tu vas faire ensuite? Bien, je pense que ça dépend de la façon dont on peut le justifier, ou en tout cas l'expliquer. Alors bien sûr, il y a des gens qui vont pouvoir dire oui, mais c'est fait avec un ordinateur, du coup t'as rien dû faire, t'as cliqué sur print. Mais si on vient expliquer, en fait, j'ai dû passer des années à maîtriser tel logiciel. J'ai dû passer des années à faire des recherches sur les couleurs, sur le style. Et en fait, de montrer à quel point le numérique est un outil, tout comme un marteau et une truelle, tout comme un crayon à papier. Si on arrive à expliquer ce truc, je pense que les personnes qui avaient peut-être une vision étroite de se dire, puisque c'est fait avec un ordinateur, ça veut dire que ça t'a fait économiser du temps de travail et que l'œuvre que tu as réalisée n'est plus que le fruit d'un ordinateur, mais de toi. Ben, je pense que si on explique tout ça, eh bien, les gens le comprennent un petit peu mieux. Je pense que si on pense comme ça, c'est par ignorance. Alors d'un autre côté, je me fais l'avocat du diable. J'ai vu des gens qui faisaient des trucs avec des algorithmes d'art numérique qui avaient des rendus où je sais comment on l'a fait. Il suffit de 3 clics, de 3 filtres, etc. Et en fait, ça peut avoir un impact trop ouf sur des gens, parce que c'est l'art, ça s'explique pas. Il y a des gens qui ont un ressenti fou. Il y a quelques fois où je vais dans des expos où je vois que les gens, ils ont simplement fait des traitements basiques sur certaines photos et que ça marque des gens de fou. Et donc, je me dis, ben, moi, avec mon œil de technicien, je suis en train de décortiquer la technique et je me dis, c'est un peu ridicule. Et en fait, c'est peut-être que j'ai quitté cet œil de l'émotion, du ressenti qui en fait, et qui a été effacé par la technique. Mais après, si on revient à quelque chose de plus basique, tous les photographes actuels, allez, on enlève peut-être les 30% qui travaillent encore en argentique, mais la plupart des photographes actuels, ils utilisent un appareil photo réflexe ou un hybride, ils font leur traitement sur Lightroom, et en fait, c'est du numérique. Alors, on taxe beaucoup moins les photographes, mais c'est sans leur appareil photo numérique, leurs autofocus et leur technologie surtout, il y a plein de leurs travaux qu'ils pourraient pas réaliser. Hein. C'est clair, ouais. Et donc là, je trouve que la photographie, c'est un bon exemple. On vient être marqué parce que la photographie vient représenter, parce qu'elle vient toucher chez le spectateur, et jamais on va leur questionner sur le fait que ouais, mais c'est ton Canon à 5 000 € qui a fait cette photo, ou c'est toi qui as fait cette photo. Qu'est-ce que tu as fait dans cette photo pour que cette photo vienne me toucher, quoi. Donc je pense qu'on taxe beaucoup les peintres et peut-être tous ceux qui font de l'art numérique et même dans la vidéo, mais beaucoup moins les photographes, et qu'en fait, si on regarde tout ça sur un tableau un peu plus large, ben on se rend compte que voilà, c'est un peu la même chose. Ouais. C'est un peu la même chose. Il faut être, il faut pas prendre parti, il faut pas être ignorant. Voilà. Ouais. Ok. Oui, moi je voulais revenir sur un point, notamment avec le numérique. Dans le cas de mes œuvres, certaines choses sont découpées en numérique, et ensuite je continue à peindre dessus, à travailler avec de la feuille appliquée, feuille d'argent, le cadre est fait à la main, etc. Donc il y a quand même un travail entre guillemets manuel, artisanal, qui est fait au-delà des étapes numériques. Mais dans d'autres cas, effectivement, il faut dominer le logiciel. Je fais des impressions en 3D qui ne pourraient pas être faites autrement, ni chez les fondeurs, c'est d'autres. Il n'y a que l'impression 3D qui permet de faire quelque chose de très, très net, très précis. Donc, je ne peux pas, même si je n'ai pas moi-même, je ne suis pas intervenu à part faire une signature à l'arrière de la sculpture en 3D. Ouais. Il y a tout le travail préalable qui est immense. Et donc, utiliser un crayon, utiliser un logiciel,
Le travail intellectuel et artistique est toujours là. Ouais, c'est ça, c'est la même chose, c'est juste des outils différents, quoi. C'est ça. C'est pas la machine qui va créer le concept, c'est pas la machine qui va créer l'idée, c'est juste un outil. Ouais, et je voulais répondre par rapport à ce que tu disais aux algorithmes parfois qui vont créer ou modifier une partie d'œuvre, enfin un brouillon pour en faire une œuvre complète. Il existe même des logiciels ou des algorithmes qui vont d'intelligence artificielle qui vont presque créer une œuvre de A à Z. Ouais. Et là, il y a des opposants qui vont dire ouais, mais c'est plus une œuvre, du coup, c'est plus de l'art. Bah, pour moi, je suis pas tout à fait d'accord parce qu'il a fallu l'écrire, cette intelligence artificielle, il a fallu la créer, il a fallu lui donner des consignes pour qu'il crée de l'art de cette manière. Bah, du coup, c'est de l'art. Ah oui, il y a des musiques entières qui ont été composées par des algorithmes, des paroles de chansons qui peuvent, par l'accumulation, par apprentissage, créer tout ça. Et donc ça c'est encore une question plus éthique ou différente parce que l'ensemble de l'œuvre a été créé par une intelligence artificielle. Là, je pense qu'ici, on était plutôt dans la question de est-ce que l'utilisation d'un outil numérique fait diminuer la valeur ou l'impact d'une œuvre auprès d'un visiteur, d'un spectateur. Et du coup, je pense que, selon moi, non, étant donné qu'il y a toute la démarche artistique, il y a tout le concept, et que si on explique que le numérique n'est qu'un outil. Et puis, voilà, j'ai envie de quand même mesurer ma réponse et de me dire, tiens, oui, si j'ai fait que cliquer sur un bouton, c'est vrai que j'ai pas fait grand chose. Je parle, alors on va croire que je taxe les photographes, mais pas du tout. Mais je trouve que c'est un exemple flagrant. Oui, j'ai peut-être appuyé que sur un bouton, j'ai peut-être appliqué un filtre sur Lightroom, et puis voilà ma photo. Alors que d'un autre côté, on a des artistes comme Philippe ou moi qui allons utiliser des découpeuses CNC, des découpeuses laser, des machines numériques, mais tout le concept avant et la réalisation et le temps passé à peindre, à assembler, etc. Peut-être que les gens ne le voient pas tout le temps et qui vont cacher tout ça derrière le grand argument du oui, mais c'est une machine qui l'a fait. Alors oui, c'est une machine qui a découpé le bois, mais on a dit à la machine dans quel sens tu dois passer. Exactement. On a fait nos tests, ça reste quand même un artisanat. Et en fait, on n'est pas avec une petite scie sauteuse et un papier à poncer, simplement parce qu'on a remplacé la scie sauteuse par un laser. Mais on aurait pu taxer les gens qui utilisaient la scie sauteuse à l'époque et leur dire comment tu n'utilises pas une scie chinoise à main, tu utilises une scie avec l'électricité. C'est triché, ça. C'est triché d'utiliser l'électricité. Alors peut-être qu'à l'époque, il y a eu cette question sur le moteur, sur l'électricité. Maintenant, on est à cette question sur le numérique. Mais moi, j'ai l'impression de dépasser tout ça et de vivre avec mon temps et voilà, et d'utiliser tous les outils qui sont à ma disposition. Et jamais je me réfrénerai à utiliser un outil par question éthique de c'était mieux avant, quoi. Ouais. Mais est-ce que dans les faits, tu as déjà entendu cet argument quand tu essayais de vendre une œuvre ou que tu en discutais de la valeur d'une œuvre? Est-ce que tu as déjà entendu cet argument? Oui, mais bon, c'est fait sur un logiciel et t'as rien fait, quoi. Alors moi, non. On me pose beaucoup de questions quand même sur les méthodologies, etc. Mais on m'a jamais reproché ça, étant donné que ce sont toutes des œuvres uniques. Voilà, je pense que c'est une question qui serait plutôt légitime à partir du moment où on vient c'est une répétition. Voilà, faire des répétitions. Alors qu'on va pas embêter les sérigraphes qui peuvent faire une même sérigraphie 100, 200 fois. Eh bien, j'ai quand même été choqué de voir un photographe dans une exposition le week-end passé à côté de moi qui a vendu la même photo 5 fois. Et du coup, lui, on l'a pas embêté sur le fait que voilà, il peut reproduire sa photo à l'infini. Ben moi, on m'a pas embêté non plus parce qu'on a bien vu que c'était des œuvres uniques et que c'était quand même assemblé à la main et que même si une machine avait été utilisée là-dedans, on se rend bien compte que c'est pas en claquant des doigts qu'on peut l'imprimer 14 fois, quoi. C'est dingue. Moi, j'ai vu ça un jour à Affordable Art Fair, c'était 7-8 ans, et c'était un grand truc blanc avec un strip gris, comme le jour où vous n'avez pas connu ça, peut-être quand Baudouin est décédé, toutes les panneaux publicitaires dans Bruxelles étaient blancs avec une bande grise. Vraiment la même impression. C'était 1 000 € le truc, c'était vendu 17 fois. What? Voilà. Eh ben... 17 000 €. Moi, là, pour moi, par éthique, je le ferai jamais, ça. De vendre la même œuvre 17 fois, jamais de ma vie. 17 boules rouges, j'avais vu 17 points rouges, tac, tac, tac.
Mais le numérique appelle un peu à ça aussi, parce que finalement, une fois qu'on produit... Exactement, on peut en faire... ça peut se reproduire encore et encore. Ouais, mais pour moi, entre les deux, il y a la sérigraphie qui permet la reproduction sans utiliser du numérique. Du numérique, tout à fait, oui. Ouais. Mais ça reste matériel, en fait, c'est ça aussi. Alors, on a beaucoup parlé ici, du coup, de la place du numérique dans la création de l'art et comment ça impactait ensuite la vente, etc. Et moi, il y a un autre aspect des technologies que je trouve intéressant, c'est l'utilisation des réseaux sociaux. Parce que ça a un peu remplacé les portfolios, les galeries avant ça. Comment est-ce que vous voyez les réseaux sociaux? Comment est-ce que vous les utilisez dans votre vie professionnelle, quoi? Moi, je vois ça comme un outil de diffusion, ouais. Clairement lié à mon portfolio. Alors, Internet, voilà. Est-ce que maintenant Internet est complètement assumé pour tout le monde en 2021? Je pense que oui. Donc là, je pense que la plupart des artistes avaient un MySpace ou un site web perso sur lequel publier quelques-uns de ses travaux. Maintenant, il y a des plateformes, typiquement Instagram pour ça. Moi, j'ai choisi de l'utiliser, mais pas de devenir l'esclave de cet algorithme. Ouais. De tout ça. Donc voilà, rester maître de cet outil qui a ses forces et ses faiblesses, mais qui permet de toucher des gens ailleurs dans le monde. Si je veux toucher mes voisins, je vais mettre des stickers. Si je veux toucher ma ville, je vais organiser des expositions. Si je veux toucher les pays voisins, je vais utiliser de la diffusion sur Internet. Et une fois de plus, j'ai pas de mal à ça, quoi. Ouais. Et toi, comment tu vois ça? Oui, pareil, moi je suis un peu de la génération qui n'a pas évolué avec Facebook ni Instagram, donc j'étais un peu timide au départ. Et puis j'ai d'abord fait mon site web évidemment, puis après plus publié sur Facebook, Instagram, donc je me sers surtout comme portfolio, je ne parle pas de ma vie privée, ce sont des expos, non, bien sûr, ouais. C'est deux choses différentes. Le making of, les tableaux en cours, ce qui arrive, et j'ai quand même suivi quelques petites formations là-dessus. On dit toujours que le site web, ça nous appartient une fois pour toutes. Quand on achète son nom de domaine, on l'a une fois pour toutes. Facebook, Instagram, ça peut disparaître du jour au lendemain. Ça a disparu il y a 2 semaines pendant quelques heures. Et si on est inscrit par Facebook pour toutes les autres applications, on n'a plus rien. Ouais. C'est quand même, ça pose question. Et donc, on avait conseillé aussi, même les adresses email, ça paraît ringard pour la génération d'aujourd'hui. C'est tout ce qui reste si on perd tout le reste. Ouais. Il y a plein de noms. Mais effectivement, on touche des galeries. Moi, je vois parfois les gens qui likent des posts sur Facebook, surtout sur Instagram. C'est encore plus diffusé, c'est plus propre, je trouve aussi, comme mise en page. On peut faire des beaux portfolios assez nets, des petits reels, des stories qui font des choses un peu plus intéressantes. Et là, on est remarqué par des gens à Hong Kong, à Mexico, qui font un like, on va voir ce qu'ils font. Et donc, on peut aller voir des galeries. On a l'impression que c'est un peu virtuel, mais en même temps, moi qui ai toujours aimé beaucoup voyager, etc., ça crée des liens et on voit quand même, c'est une manière de diffuser que ça, il faut toujours avoir le site web pour renvoyer vers le site web. Le site web, c'est ce qui doit être, à mon avis, le plus propre et régulièrement mis à jour pour garder une base. Et ça, on le domine complètement. Mais les algorithmes, pourquoi on est vu, on n'est pas vu à telle heure, quand il faut poster à telle heure, ça devient une espèce d'esclavage. Là. Attention, je dois partir à 10h du dimanche, à telle heure, il faut que je poste le truc. Enfin, voilà, parce que ça devient du coup... Ça devient une contrainte. C'est un outil en plus pour vous aider à vous faire connaître. Mais en même temps, c'est un boulot. Il y a des gens, c'est leur métier de gérer ces réseaux sociaux et c'est pas forcément votre. Alors on dit qu'il faut consacrer... Vous devez passer certaines heures là-dessus. Oui, c'est ça. Il faudrait consacrer la moitié de son temps d'artiste à la diffusion sur les réseaux sociaux. La moitié de son temps. Ah ouais. Là, je suis pas... C'est ce que moi, je ne m'inscris pas là-dedans non plus. Mais c'est vrai qu'il faut, d'une certaine manière, toujours rayonner, garder le phare allumé. Moi, de temps en temps, il y a un petit moment de creux, du coup, je ne peux publier rien. Et je me dis, il faut rester dans cette dynamique quand même, de se montrer, parce qu'on se stimule soi-même. Dès qu'on a un petit like ou un truc, même si on n'a pas eu d'expo pendant quelques semaines, voire quelques mois, et qu'on publie des choses et que les gens font des commentaires, et d'autres gens qu'on ne connaît pas, surtout, c'est ça qui devient intéressant. Il y a quand même stimulation en se disant, ah oui, c'est apprécié par d'autres. Ou alors des artistes déjà très connus qui tout d'un coup viennent liker un truc parce qu'on n'a pas, un tel m'a marqué. Alors on est évidemment... motivé quand même, donc ça a raison d'être. Mais je crois que l'important, c'est de soi-même se discipliner pour le mettre régulièrement et voir les réactions qui progressivement augmentent. Mais si on publie une fois par mois, il ne se passera pas grand-chose. Moi, j'ai pas de problème à publier une fois par mois parce que c'est simplement un support de visualisation, c'est un portfolio, quoi. Et donc, je pense qu'il y a moyen d'avoir des utilisations abusives de toutes ces plateformes de réseaux sociaux. Et il faut garder la maîtrise parce qu'on peut être happé
par ce scroll infini, on peut être happé par toute la façon dont je le vois aussi, hein, les créateurs sur YouTube adaptent leur contenu en fonction de l'algorithme YouTube. Eh bien, je pense que ça peut être pareil dans plein d'autres domaines artistiques. Et la question pour moi, elle est de garder le contrôle sur si j'ai toujours fait comme ça, je vais pas faire différemment parce que l'algorithme a décidé que. Je trouve qu'elle est là pour moi, la limite, ou en tout cas ma limite. Et donc, je passerai pas à 50% de mon temps artistique sur des réseaux sociaux. Mais par contre, oui, je vais faire des œuvres, je vais les prendre en photo et je vais, en plus de tout le reste, oui, les accumuler sur un portfolio en ligne parce que c'est un outil. Mais voilà, ça va pas aller plus loin que ça. Est-ce que ça remplace des espaces d'exposition plus traditionnels, quoi, des galeries où il y a des événements? Est-ce que ça remplace à mon échelle, non. À mon échelle, non, mais je pense que pour d'autres artistes, même dans mon entourage, ouais, clairement. On en discutait justement lors de la préparation de l'exposition ici chez Talk Gallery avec d'autres collègues sur le fait que ils savent qu'ils vont toucher plus de personnes en publiant leur mur sur Instagram plutôt qu'avec les 2000 ou 3000 personnes qui doivent être venues ici voir l'exposition. Et en fait, l'un n'empêche pas l'autre. À condition clairement que ça reste... Ouais. Alors pour moi, je mets un point d'orgue au fait que si on fait des travaux déjà, si c'est pour une commande, si c'est pour un client particulier, alors je vais d'abord demander la permission, après livraison de l'œuvre, de la diffuser. Si le client me dit non, je préférerais que ça reste une œuvre unique, alors ce travail ne sera jamais diffusé. Ensuite, si c'est pour une exposition, une fois de plus, c'est important pour moi de garder la primeur des travaux pour le vernissage, pour l'exposition. Et c'est qu'une fois que l'exposition est achevée, après coup, que ça vient s'accumuler dans le portfolio un peu en mode souvenir. Mais ouais, pour moi, c'est plus important de garder quand même l'aspect IRL, la vraie vie. La vraie vie avant toute chose. Même si c'est parfois difficile. J'avoue que je suis dans une démarche de représentation, de créer pour exister, regarder ce que je sais faire, regarder comment je l'ai fait. Et ça démange le pouce de se dire ça fait la 10e œuvre que je viens faire là pour préparer une exposition. Ça fait 3 mois que je bosse dessus. J'ai trop envie de montrer à mes potes et de montrer aux gens qui aiment bien mon travail que en fait je suis pas en train de dormir ou d'hiberner. Je suis en train de créer plein de trucs et je suis en train d'essayer de garder de garder de l'exclusivité. Et c'est vrai que ça démange un petit peu, mais ça reste important, je trouve. Garder un certain esprit sain de la gestion de tes réseaux sociaux, quoi. Ouais, et aussi de garder la primeur pour les gens qui vont venir se déplacer jusqu'à l'exposition. Moi, j'ai déjà eu le coup où, en fait, je vais à une exposition d'un artiste, je vais pas sortir de nom, mais et en fait, je n'ai aucune surprise parce que tout avait été diffusé sur Internet avant. Et je trouvais ça un peu dommage. Je me dis, mince, où sont les surprises, quoi. Et je voudrais pas qu'une personne que j'invite à un de mes vernissages ait le même sentiment de frustration, d'où la primeur de d'abord on fait on fait le travail dans la vraie vie et après coup on vient l'accumuler dans le portfolio. Et voilà, pour moi du coup Instagram que comme portfolio. Et je te rejoins, Philippe, sur le fait que l'autre dérive peut être de mêler la vie privée à ça. Ça peut, moi je le vois, je sais que ça marche, hein. Je vois à quel point ça marche. Et j'ai même parfois un œil un peu critique quand je vois des jeunes filles qui se prennent en photo à côté de leur tableau et au final c'est plus leur position et ou bien la photo de leur petit chien ou de leurs ongles bien faits qui va faire de l'engouement autour de leur démarche artistique beaucoup plus que leur travail en eux-mêmes, parce que l'algorithme du réseau social appelle à ça, parce que la façon dont on est conditionné à l'utiliser appelle à ça. Et je pense que si on vient s'effacer, ou en tout cas effacer notre démarche artistique au profit de se vendre et de vendre une image de soi, alors c'est selon moi
la mauvaise utilisation de ce réseau social. Je pense aussi. Et c'est pour ça que je m'anonymise aussi sur ce genre de projet. Je pense même pas qu'il y a peut-être une photo de mon visage parmi les 500 posts que j'ai publiés. Parce que voilà, la démarche artistique avant tout, la réalisation avant tout, et parce qu'on est là dans un portfolio, quoi, simplement. Ouais. Mais comme disait Philippe avant, c'est les réseaux sociaux, c'est aussi un outil pour montrer le côté humain, le côté que c'est une vraie personne qui est là derrière ses œuvres. L'artiste, c'est juste une personne comme les autres, et du coup montrer que c'est un être humain, quoi. Et du coup, fatalement montrer les préparations, où on en est dans le truc, ce qui s'est passé en amont de la construction de l'œuvre. Ça montre que c'est pas l'œuvre qui a pas été pondue d'un coup, mais que voilà, c'est quelqu'un qui a travaillé, qui a pensé à plein de choses. Et ça, je pense que c'est effectivement une bonne utilisation aussi des réseaux sociaux, quoi. Tant que la personne ne le fait pas à contre-cœur. Hein. Si la personne, ça fait partie de son état d'esprit de voilà, se dévoiler, etc., de jouer le jeu s'il le fait pas à contre-cœur, j'ai aucun problème avec ça. Ouais. Je suis même friand. Moi, il y a des tas d'artistes que j'aime bien, que je suis. Et c'est vrai que ma curiosité me pousse à aller regarder tout ça. Après, qu'est-ce que j'en ai rien à faire de voir une photo de son assiette, bien de là où il passe ses vacances. Ouais. Par contre, oui, tout ce qui est technique, effectivement, la production, le déballage des pièces avant la mise en place, etc. Ça, c'est effectivement, c'est assez amusant à montrer. Parce que les gens posent des questions de toute façon après. Ça vous prend combien de temps? Vous utilisez quel matériau? Oui, on s'attache du coup à l'artiste. Ça donne une histoire à l'œuvre et ça devient intéressant, effectivement. Pas effectivement où l'artiste est parti en vacances, sauf si ça l'inspire. Puis avoir des sources d'inspiration aussi. Mais alors, il faut toujours qu'il y ait un fil conducteur à travers tous les posts qu'on met pour toujours reconduire vers la... Je voulais revenir aussi sur une autre question que tu avais posée. Sur savoir si les posts et les œuvres qui sont proposées aux réseaux sociaux priment sur les expositions. Ouais. Et là, en dehors du fait que, bien sûr, c'est plus agréable de voir des nouvelles œuvres, il y a des œuvres qui ont déjà été exposées, mais exposées dans d'autres lieux, répondent différemment. Et l'espace physique dans lequel on expose est toujours très important. Et je trouve que peut arriver de remettre des œuvres qu'on a montrées il y a 3 ans, mais elles sont pas mises juxtaposées avec la même œuvre qu'il y a 3 ans, dans un autre espace, un autre angle de vue, une autre ambiance. Ouais, ça fait revivre l'œuvre, et donc c'est pas grave de devoir toujours montrer des nouvelles œuvres. C'est bien quand il y a des nouvelles, mais moi il m'arrive de ressortir d'autres œuvres plus anciennes mais qui répondent bien avec des nouvelles, et comme l'espace est différent, l'angle de vue est différent, ça donne un aspect plus frais à chaque fois au travail. Ok, très intéressant. Enfin, ça me fait penser à autre chose. J'ai un ami qui est aussi dessinateur, et lui il fait que du dessin en 3D du coup, et alors il a surkiffé quand il a eu la possibilité de dessiner avec un casque Oculus. Du coup, il est plongé dans un environnement en 3D et il tourne autour du sujet qu'il peint, enfin qui dessine. Et alors, ça a un effet évidemment incroyable parce que ça se voit que ça n'a pas été fait sur du 2D, quoi. Ça se voit que c'est... Mais moi, je trouve ça génial parce que c'est presque matériel, quoi. On peut le voir en train de peindre devant lui avec ses yeux. Lui, il voit ce qu'il est en train de peindre à 1 mètre de lui, quoi. Je trouve ça absolument génial. Ouais. Et du coup, il faut donner cette expérience à ceux qui sont contre l'utilisation du numérique. Clairement. Ouais. Et non, je pense pas que ça va profondément changer leur état d'esprit. Et je pense pas non plus qu'il faille absolument changer certaines personnes. Il faut montrer l'expérience, mais ouais, pour plein de personnes, ça peut rester un joujou et bien, même si ça l'est, ça reste quand même quelque chose de cool. Ouais, je sais pas, moi je suis plutôt optimiste, je vois le bien partout et je vois tous les nouveaux outils, toutes les nouvelles formes de création comme des opportunités. Mais c'est ça qui me fascine aussi, c'est quand tu vois un nouvel outil qui sort au début, bon, t'as les amateurs qui vont jouer un peu avec et ça va être rigolo, quoi. Et après, tu vas voir des pros qui vont passer je sais pas combien d'heures dessus pour vraiment bien cerner l'outil et te sortir un truc absolument incroyable. Et là, tu réalises la puissance potentielle du nouvel outil qui a été créé, quoi. Et une fois de plus, grâce aux heures de travail, grâce à l'état d'esprit de l'artiste et grâce au concept. Je l'ai vu, par exemple, le vidéo mapping, il y a moyen de faire des trucs tellement basiques, mais j'ai vu dans certains festivals sur les cultures psychédéliques à quel point des gens préparaient des scénographies pendant 1 an et à quel point on peut élever le niveau de mapping, de scénographie à un niveau qu'on n'a même jamais imaginé par la force du travail et par la démarche artistique qu'il y a derrière.
Et moi, je reste impressionné quand je vois ce que des gens font, que ce soit avec un Big Bleu et que je vois des toiles entières faites avec un Big Bleu, ça m'impressionne. Eh bien, c'est exactement pareil avec Photoshop ou avec n'importe quel logiciel de programmation. Je vais me poser la question technique de comment ça a été fait, aussi bien avec un Big Bleu de comment t'as fait pour ne pas avoir de tâches, pour avoir tes ombrages sur ton portrait qui était parfait, garder la lumière, les blancs aux bons endroits, que quelqu'un qui va utiliser des logiciels comme Touch Designer où c'est que des nœuds de programmation, il faut être un geek de l'extrême pour pouvoir faire des choses de ouf avec, et au final les résultats sont splendides et les deux peuvent m'épater autant. Et pour moi c'est ça l'art, c'est ce que ça vient faire naître chez toi. Alors chez moi ce sera plutôt technique, mais l'émotionnel aussi, et chez certaines personnes ils vont pas se poser la question de la technique qu'il y a derrière. Juste waouh, l'effet waouh. Pour moi, voilà, que ce soit avec un BIC ou avec un logiciel, le plus important, c'est le résultat et l'effet waouh que ça va mener. C'est pas mal comme conclusion. C'est pas mal comme conclusion. Mais je me demande vraiment s'il y a des gens qui sont opposés, à part les puristes, comme je disais dans le DJing, dans certains puristes qui disaient ouais, utiliser tel outil pour se faciliter la vie, c'est tricher. En fait, il y a que ceux-là que j'ai rencontrés, mais je pense qu'il y a que dans les sectes qu'on va rencontrer des gens qui vont dire n'utilisez pas de pétrole, n'utilisez pas l'électricité ou bien la puissance de calcul d'un ordinateur. Mais si une personne nous entend, qu'elle envoie un email, qu'elle réponde en commentaire sous le post de ce podcast, et j'aimerais bien débattre et surtout entendre l'éventail d'argumentaires et ouvrir une discussion. Je pense que ce serait pas mal d'ouvrir l'espace commentaire pour tout ça. Super, merci beaucoup à tous les deux d'être venus pour cet épisode. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Et à bientôt. Ta-da-ta.